Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo pour vous parler d'un article et de son sujet, par rapport à la prévention des maladies et une autre façon de concevoir cette prévention que celle du discours officiel qui prône surtout les vaccins, notamment pour préserver les enfants des maladies infantiles et autres maladies. Ici, c'est un article du site Initiative Citoyenne, à l'adresse initiativecitoyenne.be, site belge d'information en particulier sur les vaccins, mais de manière plus générale et plus étendue encore sur la santé. Alors ici, cet article titre « L'alimentation bat les vaccins dans la prévention des maladies ». C'est un article de Michelle Goldstein du 24 septembre 2016, auteure nord-américaine aux États-Unis, qui a été traduit et mis sur le site d'Initiative Citoyenne. Voilà, alors que nous dit cet article? Eh bien, il nous annonce simplement que l'alimentation est vraiment très importante pour tout simplement finalement avoir un système immunitaire compétent et qui permette à l'individu de ne pas développer de maladies, tout simplement, d'être au meilleur de sa forme et au meilleur de sa santé. Je vous renverrai en parallèle sur cette vidéo que je vous avais proposée aussi sur notre site Aveillana Physionutrix, toujours. Comment booster son système immunitaire? L'alimentation est le premier facteur pour avoir un système immunitaire compétent, immunocompétent. Je vous renverrai encore aussi sur cette vidéo que j'avais faite en hommage à Médecins sans frontières, Médecins du monde, à ces équipes dépêchées sur des lieux du tiers-monde très sinistrés où les gens vivent dans des conditions très difficiles et qui dénonce pour la première des conditions difficiles qu'ils peuvent voir quant à ces populations dans ces pays, qui est la malnutrition, le manque d'alimentation, sachant donc qu'on ne peut pas obtenir du système immunitaire d'un individu une bonne réaction si déjà il est sous-nutri, malnutri, affamé et au bord de la mort, comme le sont certaines de ces populations, que ce soit en Afrique, dans les pays sinistrés par la guerre, les guerres ethniques, les conflits ou encore d'autres catastrophes naturelles. Un système immunitaire ne peut réagir, et notamment à une sollicitation vaccinale, si tant est que ce soit la bonne réaction à lui demander d'avoir, que déjà si sa nutrition, son équilibre nutritionnel et donc au travers de l'alimentation en tout premier lieu est suffisante et si l'équilibre nutritionnel est bon, représente un bon équilibre. Donc c'est vrai aussi pour nos enfants ici en Occident, bien que les problèmes de malnutrition a priori soient moins fréquents, prégnants. On a aussi observé que plus l'alimentation d'un enfant était bonne, équilibrée, un bon équilibre dans tous les nutriments et micronutriments, et en meilleure santé était le système immunitaire pour préserver cet enfant des maladies, et donc la santé de ces enfants est donc bien meilleure. Dans cet article de Michelle Goldstein, que vous pourrez trouver en version originale sur VacTruth, le site aux États-Unis, VacTruth, elle écrit donc ceci. Plusieurs médecins commencent à se prononcer sur le danger des vaccins. Dans son récent best-seller A Mind of Your Own, le médecin holistique et psychiatre Kelly Brogan explique pourquoi elle s'oppose aux vaccinations. Le docteur Brogan partage un exemple fascinant sur la façon dont le nutriment sélénium fut utilisé en Chine pour prévenir et traiter la maladie de Keshan, qui est une cardiomyopathie rare, secondaire à une carence en sélénium associée à une infection virale à Coxsackie.
en lieu et place des vaccinations proposées par les chercheurs occidentaux. Le docteur Brogan explique également comment la vitamine A peut être utilisée pour prévenir et traiter la rougeole. De même avec la vitamine C pour le tétanos au lieu de la vaccination toxique et dangereuse. Voilà ce que nous écrit le docteur Brogan, donc médecin holistique et psychiatre et qui s'oppose aux vaccinations. Voilà, le docteur Brogan sur le site donc Initiative Citoyenne BE qui a traduit cet article de Michel Goldstein qui cite le docteur Kelly Brogan. Dans son fameux livre Nutrition et dégénérescence physique, dans son fameux livre Nutrition et dégénérescence physique, donc le célèbre dentiste Weston Price, un autre auteur, donc chirurgien dentiste, docteur en médecine dentaire, Weston Price a décrit la parfaite santé dont jouissaient certaines populations autochtones. C'est à partir d'une excellente alimentation que les individus de ces régions avaient acquis une immunité naturelle contre la tuberculose, sans qu'aucune vaccination ne soit nécessaire. Les études comparatives des individus non vaccinés avec des individus vaccinés représentent un argument supplémentaire pour faire comprendre que les vaccins ne constituent pas la réponse adéquate pour la prévention des maladies. Vous avez donc entre crochets la source numéro 2. Je vous présenterai l'intégralité des sources sur lesquelles s'appuie cet article que je suis en train de porter à votre connaissance, donc en toute fin de vidéo d'ici quelques minutes. Source numéro 2, donc pour Weston Price. Encore donc le cas de la maladie de Keshan sur lequel s'est appuyé le docteur Kelly Brook pour donner un exemple de lien entre une absence, une carence en micronutriments et le développement de cette maladie. Ici donc le micronutriment sélénium, un antioxydant majeur pour précision. Dans un rapport de 2014, le New England Journal of Medicine, NEJM en abrégé pour ses initiales, vous le retrouverez en bas dans les ressources, le New England Journal of Medicine montre qu'une carence en sélénium est susceptible de provoquer la maladie de Keshan. Le docteur Brogan, donc toujours cette même médecin holistique et psychiatre, explique comment un groupe de scientifiques occidentaux avait proposé l'utilisation de vaccins pour lutter contre l'épidémie de Keshan. Mais cette proposition fut rejetée quand un chercheur fit remarquer que la population de certaines provinces où la maladie était endémique manquait de sélénium, tandis que les habitants d'autres provinces qui pouvaient s'approvisionner en sélénium semblait protégé contre cette maladie. Voilà l'observation qui a été faite donc dans cette province de Chine par rapport à la maladie de Keshan et cette carence importante en sélénium. Encore une autre précision par rapport au tétanos, la vitamine C traite le tétanos. Dans une étude publiée dans la bibliothèque Cochrane et dans les publications de l'Institut national de santé, il est montré que l'administration d'1 gramme de vitamine C par jour est efficace à 100% dans la prévention de la mortalité chez les enfants de 1 à 12 ans dont le diagnostic de tétanos avait été établi. Chez les personnes plus âgées, 13 à 30 ans, souffrant de tétanos, l'utilisation de la vitamine C a pu réduire la mortalité de 45%. Dans les rares cas de tétanos, ce protocole est plus logique que le recours à la vaccination de masse, dangereuse et inefficace contre le tétanos. Ressources numéro 5 et numéro 6. En fin de cette vidéo, je vous les préciserai les unes après les autres. Voilà pour le tétanos, comme pour le chlorure de magnésium pour diphtérie poliomyélite, du professeur Delbet et professeur Neveu, docteur Delbet et professeur Neveu. Voici des remèdes simples, même quand il y a un diagnostic de la maladie, déjà qui peuvent être appliqués en urgence et qui ont beaucoup d'efficacité et de résultats pour protéger la personne de cette maladie qui est en train de se déclarer.
La suite avec la vitamine A qui réduit les complications de la rougeole, maladie de la petite enfance, généralement sans problème. Sauf si on vaccine trop et qu'on décale la survenue de cette maladie à l'adolescence, voire au début des années de l'âge adulte, où là, elle est beaucoup plus problématique. On observe ce décalage dans la période de vie où arrive cette rougeole, où est contractée la rougeole, depuis qu'il y a autant de vaccinations contre cette maladie, qui a toujours été principalement chez tous les enfants qui la contractent, qui la développent sans problème et tout à fait bénigne, en tout cas qui passe voilà, très bien si l'enfant est pris en charge tout au long de cette maladie infantile qui a toujours existé. On pourra encore épiloguer plus longuement sur la raison, le besoin, la nécessité, l'intérêt et ce que peut apporter des maladies infantiles pour la maturation du système immunitaire, mais aussi la maturation émotionnelle et intellectuelle de l'individu. C'est un sujet passionnant, très intéressant et qui pourrait longuement faire l'objet de diverses vidéos et divers articles parce que c'est vraiment un sujet important comparé à ces survaccinations que l'on veut maintenant imposer aux enfants et que l'on impose déjà depuis longtemps, où l'on empêche complètement cette maturation et ces transformations de l'individu dans sa globalité, encore une fois. Alors ici, on parle donc de la vitamine A qui réduit les complications de la rougeole, maladie de la petite enfance, généralement sans problème. L'Institut national de santé rend compte d'une étude identifiant les carences en vitamine A en tant que facteur de risque pour les cas graves de rougeole. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'administration d'une dose orale de 200 000 unités internationales de vitamine A aux adultes et de 100 000 unités internationales aux nourrissons pendant 2 jours dans les zones carencées en vitamine A. Encore une fois, le micronutriment permet de régler largement le problème dans le développement de la rougeole et de permettre aux enfants qui développent cette maladie que ça se passe bien ou très bien. La rougeole est généralement une maladie bénigne de l'enfance. Il est bon de le rappeler parce qu'on l'a oublié. On nous parle des quelques rares cas de mort de rougeole alors qu'il meurt des milliers de personnes par jour de tout un tas de choses et notamment de la malbouffe. Voilà, tout facteur lié à la malbouffe inclus. Et on fait état de quelques cas de rougeole qui se sont mal passés et dans le détail pourquoi ça s'est mal passé, chaque dossier médical étant à viser au cas par cas. Et est-ce qu'il n'y a pas des morts de la rougeole chez ces enfants qui étaient déjà vaccinés? On sait que c'est le cas. Donc pour ne pas parler dans le vide, on prend le dossier médical du dit patient et on parle sur documents et sur les faits et non pas dans des effets d'annonce de journaux ou de vidéos. Un enfant est mort de ceci, un enfant est mort de cela, ah il n'était pas vacciné. Dossier médical, on ne parle pas en l'air de ce genre de choses pour essayer de faire pencher l'opinion publique sans éléments suffisants, probants, sincères et véritables. Ça s'appellerait donc de la propagande, de la manipulation par des effets d'annonce. Donc la rougeole est généralement une maladie bénigne de l'enfance, alors que le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, peut être lié à des conséquences graves sur la santé. L'utilisation de la vitamine A pour prévenir et traiter les très rares cas graves de rougeole, très rares cas annuels graves de rougeole, est un protocole de santé beaucoup plus sûr que le dangereux programme de vaccination de masse. Source numéro 8. De nouveau, donc, vous avez ici Weston Price, pour qui l'alimentation est essentielle dans la prévention des maladies. Le dentiste Weston Price, dans son étude historique sur 10 ans de groupes endémiques dans le monde entier, a découvert que les groupes qui maintenaient une alimentation à haute valeur nutritive étaient naturellement résistants à la tuberculose,
très répandu à cette époque. Lorsque ces individus ont délaissé les aliments riches en nutriments, lorsqu'ils ont adopté les régimes alimentaires modernes déficients en vitamines, ils sont devenus beaucoup plus sensibles à la tuberculose et ont beaucoup souffert. La tuberculose est aussi une maladie liée à la pauvreté et, il faut le dire aussi encore, particulièrement à l'alcoolisme. C'est Michel Georget, dans certaines de ses vidéos, qui nous le reprécise. Voyons les facteurs environnementaux qui favorisent les maladies et travaillons sur ces facteurs environnementaux, alimentation, traitement de l'alcoolisme, pauvreté, dénutrition, et après, on voit si ces maladies ont encore une incidence. Il est déraisonnable d'adopter des méthodes comme la vaccination avant d'avoir mis en place des mesures élémentaires d'hygiène nutritionnelle, alimentaire et d'hygiène de vie. Un article qui continue, donc cet article sur vacciné versus non vacciné. S'il faut encore d'autres preuves pour démontrer l'importance de l'alimentation dans la prévention des maladies en lieu et place des vaccinations dangereuses et inefficaces, il suffit d'examiner les études comparatives qui ont été réalisées chez des enfants vaccinés et chez des enfants non vaccinés, en comparant les deux groupes donc. Dans de nombreuses études, les résultats sont unanimes. Les enfants non vaccinés jouissent d'une santé de loin supérieure par rapport aux enfants vaccinés. Alors, une petite aparté, je lisais par ailleurs que quand on demande aux officiels de réaliser ces études, en plus de nous préciser, par exemple, comme je le faisais remarquer dans les vidéos en hommage à Médecins sans frontières, qui sont dépêchés pour vacciner dans les populations du tiers-monde, quart-monde, Inde, Afghanistan, Afrique, tous ces pays très pauvres, y a-t-il une étude sur l'incidence des maladies après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de ces campagnes massives de vaccination, et notamment en Inde avec le vaccin polio oral? Je vous ai fait une vidéo de l'article de 2012 de Sylvie Simon qui disait comment la maladie avait été renommée avec dans une autre terminologie, alors que finalement elle était toujours là, sous une forme quasi similaire et identique au niveau des symptômes. Et non, la polio n'a pas été éradiquée en Inde grâce aux campagnes de vaccination, c'est même l'inverse. Voilà, quelle est l'incidence des maladies qu'on dit avoir éradiquées après ces campagnes de vaccination? A-t-on des chiffres, puisqu'on oppose aux personnes qui réclament la liberté de vaccination le fait qu'elle avance comme argument que les courbes de mortalité par telle ou telle maladie avaient déjà baissé avant l'introduction de la vaccination et qu'on ne peut donc pas dire que c'est la vaccination qui a éradiqué ces dites maladies dont les courbes étaient déjà descendantes, et la vaccination arrivant en fin de manifestation, en fin d'épidémie de ces maladies. D'autres donc disent oui, d'accord, pour ces arguments, mais en fait les vaccinations ont permis de réduire l'incidence des maladies, c'est-à-dire le nombre de cas de développement de la maladie, sans forcément qu'il y ait mortalité, dans les populations vaccinées. Où sont les études et les chiffres de l'incidence des maladies dans ces pays, notamment Inde, Afrique, Afghanistan, dans les pays où on a vacciné quand il y a eu des catastrophes naturelles? Où sont ces études qui nous donnent les vrais chiffres de l'incidence des maladies contre lesquelles on a vacciné? Si c'est la polio, par exemple, en Inde, la conclusion de cette étude est catastrophique quant aux réels chiffres d'enfants paralysés, paralysie flasque aiguë, autre nom pour la polio, paralysie flasque aiguë due au vaccin polio oral que nous n'utilisons plus en Occident. On le réserve parce qu'il est beaucoup moins cher à ces pays en voie de développement. Grand sujet encore sur l'incidence des maladies et les réels chiffres.
Donc les instances officielles répondent aussi qu'elles ne veulent pas faire d'études sur la santé des enfants non vaccinés parce que cela inclurait l'aveu d'empêcher d'être vaccinés des enfants et donc de les protéger. Et comme ces instances officielles veulent que tous les enfants soient vaccinés ou des couvertures vaccinales supérieures à 90%, alors elles ne peuvent prôner faire le lead de la non-vaccination en acceptant de faire ce genre d'études entre enfants non vaccinés et enfants vaccinés. Voilà la réponse qui justifie que les instances officielles disent non, nous ne faisons pas ce genre d'études puisque nous considérons que tous les enfants doivent être vaccinés. On ne va pas faire d'études comparatives entre des groupes d'enfants non vaccinés et vaccinés. Donc les instances officielles nous disent quand même clairement qu'elles n'ont jamais fait ce genre d'études. Par contre, par d'autres biais, ces études ont quand même été faites. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont quand même plusieurs à avoir été faites. Vous les avez ici en source. On pourra encore en parler quand je vais vous faire une ou plusieurs vidéos sur le livre du docteur Françoise Berthoud, donc pédiatre suisse, qui a écrit et réédité son livre « La bonne santé des enfants non vaccinés ». Celui-ci, donc, c'est l'édition 2010, réactualisée en 2015. Donc, première écriture de ce livre, La bonne santé des enfants non vaccinés, par la pédiatre, le docteur Françoise Berthoud, pédiatre à Genève, en Suisse. La bonne santé des enfants vaccinés, première édition 2010, deuxième édition 2015. Il sera très intéressant d'évoquer les études comparatives entre groupes d'enfants non vaccinés et groupes d'enfants vaccinés, qui sont à l'appui de sa conclusion. Donc les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés, pour le docteur Françoise Berthoud, pédiatre à Genève en Suisse. Conclusion de cet article traduit et mis en ligne sur le site d'initiative citoyenne.be. De nombreuses maladies ont été liées à des carences en vitamines, y compris la rougeole, le tétanos, la tuberculose et la maladie de Keshan. Plutôt que d'utiliser des vaccins dangereux et inefficaces, il convient davantage de mettre l'accent sur l'amélioration de l'état nutritionnel comme moyen sûr et efficace pour améliorer la santé et prévenir les maladies. C'est une conclusion de logique et bon sens. Voici donc à l'écran, vous l'aurez disponible, voilà, vous l'avez par écrit, les 10 sources sur lesquelles s'appuie cet article. Donc le site aux États-Unis, backtruth.com, le site du New England Journal of Medicine, donc www.nejm.org, et encore, voilà, vous avez le site vitaminstheory.com, cochrane.org, NCBI, ça ce sont la mise en ligne donc des études scientifiques et médicales, et puis encore backtruth.com en source numéro 8, et le livre de Weston Price, Nutrition and Physical Degeneration, 8e édition en 2009. Et donc la 10e source, c'est le site naturalnews.com, Vaccine Safety Medical Myths, Junk Science. Ce qui voudrait dire en français la sûreté médicale des vaccins, les mythes de la sûreté médicale des vaccins dans une fausse science. Voilà pour les sources de cet article de l'auteur donc Michel Goldstein, en citant le docteur Kelly Brogan et le chirurgien dentiste docteur en chirurgie dentaire donc Weston Price, et les diverses sources que vous avez donc en fin de vidéo.
À bon entendeur, allez voir et vérifier toutes ces sources et toutes les autres qui vont vous être mises en lien dans ces divers sites. Alors c'est vrai que, voilà, encore une fois, ce sont des sites en anglais, des sites américains, notamment pour la plupart. C'est pour ça que initiativecitoyenne.be vous l'a traduit cet article et que moi je vous en fais part parce que c'est important de voir qu'il y a eu des études qui montrent que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés. À bientôt pour la prochaine vidéo avec le docteur Françoise Berthoud et son livre La bonne santé des enfants non vaccinés, pédiatre, médecin pédiatre à Genève en Suisse. À très bientôt!